dont la présidente est désormais célèbre, puisque Chantal Joanneau a décidé de ne pas s'occuper de ce débat, parce qu'on a rendu public sa rémunération, près de 15 000 € par mois, et qu'elle a considéré que ça pouvait faire des vagues, voire contrarier l'issue du débat. Cette décision de se retirer, elle l'a prise au dernier moment, comme elle l'a confié ce matin à nos confrères de France Inter. À quel moment avez-vous pris cette décision? Hier, en constatant et en prenant acte qu'effectivement, tous ces questionnements autour de mon niveau de salaire et plus largement d'ailleurs, celui des présidents d'autorités indépendantes et donc des hauts fonctionnaires, étaient sur la table, qu'il ne créait vraiment pas les conditions de sérénité pour mener à bien ce débat, qui a vraiment besoin de conditions de sérénité. Et donc, c'était un frein à la tenue du débat. La polémique serait revenue en permanence. Christophe Macarian, cette polémique, c'est un épiphénomène ou bien ça va marquer durablement et pas forcément dans le bon sens ce grand débat? Il faut l'inscrire dans le film des événements depuis plusieurs semaines. Et à ce titre-là, c'est un épisode supplémentaire qui démontre la cacophonie et l'absence d'ordre et de discipline au sein du mécanisme gouvernemental d'une façon générale. Donc, je ne pense pas qu'il faille accabler Mme Joanneau. En l'occurrence, c'est une décision qui fait montre d'une certaine dignité de refuser la polémique et de refuser de corrompre le débat national par cette polémique-là. Mais en revanche, tout cela démontre clairement que cette question n'est pas maîtrisée. Donc, à travers le salaire de Mme Joanneau, c'est le débouché même, l'objectif, le but de ce dialogue national, de ce grand débat qu'on nous promet si fertile, qui est en cause. Et ça, je trouve que c'est très dommageable, d'autant plus qu'en France, nous n'avons pas la tradition de débats nationaux dont il sorte quoi que ce soit. Et s'il advenait que ce débat aboutisse à quelque chose, eh ben ce serait, de mon point de vue, une nouvelle historique. On va parler ensuite des différents thèmes qui vont être abordés. Sur le principe même de ce débat et sur son organisation, Béatrice Gibelin, est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous êtes aussi dubitatif que l'est Christian Macarian? C'est sûr qu'on n'a aucune tradition de ce genre de débat. C'est une évidence. Je voudrais dire aussi que la CNDP n'était pas forcément la plus à même, la commission du débat public, pour mener ce genre de débat. Parce que ce n'est pas du tout ça qu'elle fait. Elle fait des débats locaux, précis, sur des problèmes très particulier. C'est le contournement de Strasbourg, c'est que va-t-il devenir de l'aéroport de Nantes, oui. C'est une ligne à haute tension. D'ailleurs, cette consultation. Oui, non, vous parlez de Notre-Dame-des-Landes. Là, je parle de ce qui va se passer maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire de l'aéroport de Nantes ou de lignes à haute tension sur un tracé. Donc, il y a beaucoup de débats publics qui sont généralement très, très bien menés, mais ce type de débat, c'est absolument pas dans les habitudes et dans le savoir-faire des membres de la Commission nationale du débat public, pas du tout. Donc, de toute façon, je ne suis pas sûre, quelles que soient les qualités de Mme Joanneau, qui était sans doute une personnalité tout à fait respectable, peut-être pour se lancer dans l'opération. Mais ce n'est vraiment pas leurs habitudes. Donc, la question qui se pose, c'est avec qui le faire ? Moi, j'ai quand même plutôt tendance, puisqu'on est embarqué dans cette affaire, je me demande si les maires ruraux qui ont commencé déjà à ouvrir les cahiers de doléances, si les maires ne seraient pas les plus à même, dans un premier temps tout au moins, de récolter les avis des uns et des autres, sachant que qui va aller écrire des choses sur les cahiers de doléances? Est-ce que ça va être les plus excités des Gilets jaunes? Est-ce que ça va être tout à chacun de citoyens qui vont avoir envie d'aller dire un certain nombre de choses? Et comment tout ça va remonter? Comment tout ça va être organisé? Ça peut être un immense foutoir avec où ça part dans tous les sens et où ça sera très difficile d'arriver à quelque chose. Comme disait ma grand-mère, le pire n'est jamais sûr. Alors, pour ceux que ça intéresse, l'émission Les Décrypteurs de ce matin, toujours sur Figaro Live, était consacrée à ce sujet, auquel nous avons aussi consacré la question
sur le Figaro.fr, la question d'hier, Gilets jaunes, croyez-vous à l'utilité d'un grand débat national? Et vous étiez 80% à répondre non. Ce n'est pas un sondage, hein, ce sont les internautes du Figaro qui donnent leur avis, mais enfin, ils étaient quand même près de 85 000, donc c'est pas mal. Jacques de Saint-Victor, avec le recul de l'historien, les cahiers de doléances, c'est pas une première, ça a marché dans le passé? Ah ben, ça a marché en 1789, avec évidemment les conséquences qu'on peut imaginer. Voilà. Ça dépend pour qui. Nous sommes en République, tout de même. Tout de même, oui, absolument. Mais ce n'était pas du tout les demandes des cahiers de doléances, d'ailleurs. Parce que les cahiers de doléances, c'est plutôt un témoignage, comme disait Tocqueville, de l'ancienne monarchie. Et on n'a pas du tout envisagé ce qui allait se passer par la suite. Mais ce qui est très important, c'est qu'en effet, ces cahiers de doléances, à cette époque-là, ils étaient extrêmement libres. Tout le monde pouvait dire ce qu'il voulait. Et ça, c'est très important. Et moi, j'ai le sentiment, outre le fait que ce gouvernement joue de malchance, il faut reconnaître que là, l'histoire de Mme Joanneau, bon, ça, elle est évident qu'elle devait démissionner eu égard à son salaire par rapport... Ce qu'elle n'a pas fait d'ailleurs, hein. Elle n'a pas démissionné. Elle garde l'argent et elle lâche le job. Non, elle reste présidente. Elle reste présidente d'une commission dont on a bien dit qu'en effet, elle s'occupait d'autre chose, un peu ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie participative. Il est bien évident que ce n'est pas du tout l'objet de ce grand débat, et d'ailleurs c'est tout à fait normal, parce que ce grand débat porte sur des choses qui vont bien au-delà des simples questions. C'est pour ça que je suis assez réservé sur l'idée que ça puisse se faire au niveau des mairies simplement. Il faut évidemment que quelque chose de plus important soit mis en place. Je pense que ça ne peut pas marcher eu égard aux circonstances. Ce qui est vrai en revanche, c'est qu'il y a un immense besoin d'expression, de possibilité pour les gens de dire ce qu'ils ont au plus profond d'eux-mêmes. Parce que ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, et ce n'est pas spécifique à la France, et c'est ça qui est vraiment très important à comprendre, c'est qu'il y a un véritable sentiment, ce qu'on appelle un sentiment de dépossession. On l'a vu en Italie, on l'a vu en Espagne, on l'a vu dans... un sentiment. Un sentiment en tout cas. Au moins, on peut s'entendre, et c'est une réalité, et c'est une réalité absolument. Vous avez raison, madame. Non, mais je passe avec vous. D'ailleurs, le sentiment qui est fondé, notamment depuis 2005, tout le monde le sait, puisqu'il y a eu vraiment l'idée qu'on demandait au peuple des choses et on faisait un peu le contraire par la suite. Après le référendum, et ce n'est pas d'ailleurs le seul exemple qu'on pourrait donner. Mais ce que je voudrais, pour finir, il y a donc ce besoin. Il est clair que le gouvernement, il doit trouver une solution pour laisser s'exprimer ces gens. Donc, à la base, l'idée d'un grand débat, c'est plutôt astucieux, c'est plutôt pas trop mal. Simplement, déjà, lorsqu'on entend les ministres nous dire que on ne va pas toucher à tel débat, on ne va pas organiser telle chose, il y a des valeurs qu'on ne peut pas mettre en cause, etc., à ce moment-là, ce n'est pas la peine de faire un débat. Et bien justement, venons-en à ces valeurs dont on n'a pas le droit de parler. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, l'a expliqué hier soir sur BFM TV. Alors, c'est un débat, donc on peut parler de tout, mais quand même pas de tout. On ne tergiversera pas sur les valeurs. En revanche... sur les valeurs, mais ça veut dire... Mais ça veut dire que l'IVG, ça veut dire que la peine de mort, ça veut dire que le mariage pour tous ne seront pas sur la table. Je le dis très clairement. On appréciera le rapprochement entre la peine de mort et le mariage pour tous. Guillaume Bigot, c'est peut-être un peu normal, non, on ne peut pas parler de tout, parce que sinon on n'en finira pas. Ils sont prévus pour durer 2 mois, je crois, ces débats. C'est vrai, ce serait dommage, ça deviendrait une démocratie si on pouvait parler de tout, ce serait un peu dommage. Non, je caricature. Je crois que c'était assez mal parti pour plusieurs raisons. Vous souvenez-vous de cette allocution où le président de la République a annoncé la hausse du SMIC, a fait amende honorable. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ça a été peu repris, mais je trouve que c'était quand même très surprenant. Il a fait cet aveu extraordinaire, puisqu'il a dit « on pourra parler de tout, virgule, y compris de l'immigration ». 3 petits points. Et de l'identité française aussi. C'est-à-dire qu'on aura même... C'est-à-dire qu'en fait, c'est un aveu, le fait que ce débat était verrouillé, était tabou, d'une part. D'autre part, ensuite, il y a eu un retour en arrière. En disant, non, on va quand même pas parler de ça. À chaque fois, c'est un peu le même système. Avec Mme Joanneau, c'est le film de Woody Allen, Prends l'oseille et tire-toi. On se dit quand même, c'est assez curieux, parce qu'elle garde ses émoluments, et elle a tout à fait le droit, d'ailleurs, elle est correctement payée pour un travail qui est difficile, mais pourquoi elle se retire du débat sans renoncer à sa rémunération? Tout ça est quand même cacophonique. Donc bien sûr que c'est un jeu de dupes. Pourquoi? Parce que le gouvernement organise ce débat pour qu'il y ait un effet d'expression, pour que les gens se soulagent en quelque sorte, pour que cette colère ou cette tension se résorbe à travers le verbe. En fait, c'est ça l'idée, c'est faire diversion. Vous savez, dans les entreprises,
J'enseigne dans une école de management, c'est des techniques assez usitées, notamment par les grands cabinets de conseil. C'est-à-dire que quand vous voulez faire passer une réforme, un plan de licenciement, de sauvegarde de l'emploi, on dit maintenant, dans la novlangue, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une grande consultation, tout le monde peut parler, s'exprimer. En réalité, tout est verrouillé et tout est ficelé. Et la décision ne changera pas. Donc, le hiatus est là. Pourquoi? Parce que le gouvernement veut qu'il y ait cette tension qui soit résorbée par le verbe. Et les Gilets jaunes, s'ils participent, ou les autres citoyens d'ailleurs, s'ils participent à ce débat, c'est bien sûr pour que ça débouche sur des actions et un changement de politique. Donc c'est là où, dès le départ, si vous voulez, il y a un vice qui est plus qu'un vice de forme, qui est un vice de fond, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ce qui est intéressant du point de vue des Gilets jaunes, c'est que ça peut aider à structurer leur pensée. Et en effet, il peut y avoir une sorte d'effet de cahier des doléances. Et de mon point de vue, on est dans une situation assez compliquée. Pourquoi? D'abord parce qu'on n'est plus en septennat, on est en quinquennat. Donc il n'y a plus cette soupape de sécurité que Macron est tout sauf un grand homme. Donc il n'a pas la vista qui lui permettrait, par exemple, de dissoudre, d'organiser de nouvelles élections, etc. Donc il ne va pas faire ça. Ça serait prendre un risque. Ah oui, mais le risque, sinon, c'est la rue. Alors le risque est beaucoup plus grave, à mon sens. On le voit tous les jours, tous les samedis. Il n'y a qu'une sortie politique de cette crise. Sinon, c'est un problème d'ordre public très grave. On a aussi un problème de légitimité, Béatrice Hiblin. C'est-à-dire, est-ce que des Français, même de bonne volonté, réunis dans des préfectures ou dans des mairies, sont légitimes pour décider de ce qui doit être le calendrier législatif ou celui des réformes en France? Ça ne veut pas dire que ce qu'ils vont écrire sera accepté. Mais sinon, ça ne servira à rien. Non, ça supposerait qu'ils soient tous d'accord et qu'ils disent des choses qui soient tout à fait sans contradiction. Ce dont je doute pour ma part. Et c'est le calcul du gouvernement, d'ailleurs. Énormément. Bon. Donc, il ne faut pas penser que de la parole de tout à chacun va sortir la vérité vraie et qu'elle sera suivie. On raisonne comme si, dans ces cahiers de doléances, il n'y allait avoir que des gilets jaunes qui allaient écrire. Exact. Non. Il n'y aura pas que des gilets jaunes. D'abord, beaucoup de gilets jaunes n'iront pas écrire. Ils n'iront pas écrire. D'abord parce qu'ils ne savent pas. D'abord parce que formuler sa pensée par l'écrit, c'est déjà quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Il faudrait dire à M. Griveaux qui fait des fautes de français et à Mme Schiappa aussi. Il fait des tutoriels sur les chignons. D'accord. Mais quand on a perdu l'habitude, parce que on n'est pas entraîné à... C'est pas un jugement de valeur, c'est une constatation. C'est moi, les langues étrangères, je ne les parle plus jamais, je ne sais plus les parler. Bon, voilà. Donc, quand on ne fait pas quelque chose, on ne sait plus le faire. Donc, je pense que on va déjà avoir un autre type de gens qui vont aller écrire. Bien sûr qu'on aura de la colère, on le voit déjà d'ailleurs dans ce qui est écrit. Mais si par un effet des dieux favorables, on a une participation relativement importante de gens qui vont exprimer un certain nombre de choses. Et si, derrière ça, il y a la structure adéquate pour essayer de faire le tamis et sortir un peu des grands axes, bon, ça peut-être être quelque chose qui aide à réfléchir et qui aura... Une lueur d'espoir quand même, alors. D'optimisme. Oui, de toute façon, ça ne sert à rien de passer son temps à dire mais c'est nul, ça ne va pas y arriver, etc. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien fait. C'est pas ce qu'on a fait d'ailleurs. Non, mais on n'a rien fait avancer. En 1789, on avait quasiment 90% d'une population illettrée. On a quand même réussi à rédiger des cahiers de doléances, 60 000 cahiers de doléances. Alors, je vous interromps parce que je n'ai pas encore donné. Mais voilà. Je n'ai pas encore donné la parole à nos internautes qui, je suis obligé de le dire, sont eux aussi assez dubitatifs. Nicole sur le Figaro.fr nous dit « Ce débat ne changera pas grand-chose car il a de fortes chances de n'être que de la fumée compte tenu du nombre de sujets qu'il ne faut pas aborder. » Allusion aux propos de Benjamin Griveaux. Même chose pour Elan qui nous dit « Je ne crois pas à l'utilité de ce débat car les questions les plus intéressantes, la loi de 1905, la procréation médicalement assistée, Marrakech par exemple, ne sont pas abordées. » Et puis... on n'empêchera pas les gens de l'aborder s'ils veulent. Hein. Et puis c'est un simulacre de débat, nous dit M. Babineau, et Antimac nous dit personnellement... je pense que ce débat est de l'enfumage. Je ne crois pas que Macron et ses collaborateurs soient compétents pour le mener. Et puis ce témoignage intéressant de Londonnaire, qui, comme son nom ne l'indique pas, nous écrit depuis la Suisse en nous disant « Ici en Suisse, on se dit que les Français vont vers le même système de votation. Dès un certain nombre de signatures, votation nationale, puis législation en fonction du résultat. » Là, on est plutôt proche du référendum d'initiative citoyenne. On est très, très loin. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc on va pas le traiter. On va rester sur ceux qui ont inspiré ou provoqué ce débat, c'est-à-dire les Gilets jaunes, pour parler de l'appui peut-être inattendu qu'ils ont trouvé, en particulier en Italie. Écoutez, Matteo Salvini, c'est le ministre de l'Intérieur italien, le leader de la Ligue, qui est l'un des deux mouvements au pouvoir avec
le mouvement 5 étoiles. Lui, il dit deux choses. Un, les Gilets jaunes, c'est formidable. Et deux, c'est l'occasion pour M. Macron de retourner à la casa. Ho tutto il sostegno possibile per i francesi che educatamente e rispettosamente stanno facendo presente a un presidente che non fa l'interesse del popolo francese, che prima va a casa meglio è, però ogni episodio di violenza è da condannare senza se e senza ma. Jacques de Saint-Victor, vous connaissez intimement l'Italie.